Y'a la merveille, je te souhaite d'aller bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour la suite de la série sur le linceul de Turin. Donc je te mets le premier épisode juste ici, va le voir si tu veux comprendre celui-là parce que sinon tu risques d'être perdu. Et n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu rateras pas les prochains épisodes. Et puis tu pourras retrouver toutes mes vidéos sur le linceul de Turin dans cette playlist, c'est tous les dimanches 17 h. Et on commence maintenant. Ma petite Thérèse, j'ai poussé un peu mes recherches et j'ai trouvé un deuxième élément important qui nous montre que le linceul n'a probablement pas pu être fait au Moyen-Âge. L'image que l'on voit est en négatif. Un négatif, c'est une inversion des ombres et des lumières. En gros, tout ce qui était dans la lumière devient sombre et tout ce qui était dans l'ombre devient clair. Comme ce qu'on voit sur le linceul. L'intérieur des yeux qui devrait être dans l'ombre se trouve clair sur l'image, alors que le dessus du nez qui devrait être dans la lumière est sombre sur le linceul. Oui, faites votre petite intelligente, mais c'est moi qui explique ici. Bah ça va, faut bien que les gens comprennent de quoi on parle. Merci bien, ils ne sont pas bêtes, ils savent bien ce que c'est un négatif. Bah, pas sûr, hein. Tout le monde n'a pas connu la photo argentique. Pardon? Vous insinuez que je suis vieux? Excusez-moi, mademoiselle des années 2000. Cette notion de négatif a été découverte au 19e siècle, au début de la photographie. Quand on fait une photo en argentique, on obtient un négatif, et il faut faire un négatif de négatif pour obtenir un positif et retrouver l'image originale. Ce principe de négatif était totalement inconnu avant l'invention de la photographie au 19e siècle. Donc le linceul n'aurait pas pu être fait au Moyen-Âge. Ils avaient aucune raison d'inverser les ombres et les lumières. Surtout qu'il n'y avait jamais eu de négatif avant le 19e siècle, à part le linceul du coup. Attends, t'imagines? Ouais, moi je suis un artiste du 15e, j'ai peint le linceul de Turin, et tout le monde y croira jusqu'au 21e siècle parce que j'ai mis des détails qu'on pourra comprendre qu'avec une technologie avancée que je sais même pas ce que c'est aujourd'hui. Bon, tu me laisses parler là ou... Ouais, non mais avoue que ce serait super drôle et vachement improbable. Oui, non mais vas-y, hein, continue, j'écoute. Bien, merci. Ah là là, c'est jeune. C'est Secondo Pia, en 1898, qui a découvert que le linceul était en négatif en prenant la première photo. Mais il n'a pas été cru et on l'accusa d'avoir trafiqué l'image. Une deuxième photo sera faite en 1930 et la même conclusion revient. Le linceul est en négatif. Cela provoque un scandale idéologique et beaucoup de scientifiques ne veulent pas le croire. Ça aurait été un pharaon, ça aurait choqué personne, mais avoir la preuve que le linceul n'a pas pu être fait par un homme, qui a peut-être un truc trop chelou qui s'est passé à propos d'un Jésus il y a 2000 ans, alors laisse tomber, tout le monde le remet en question et personne ne veut croire que c'est plausible. Ce serait quand même dommage de donner raison aux chrétiens et de remettre en question toute sa vie. Bah oui. Enfin, ce n'est pas du tout objectif ce que vous dites là. Ouais non mais faut ouvrir les yeux un moment. Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la science, à coup de... Ils sont trop cons pour reconnaître que j'ai raison. Non mais c'est pas ça, c'est... Oh bah si, totalement. Donc calme ta joie, c'est moi qui explique là. On est d'accord? D'accord. Mais je peux pas m'en empêcher. Ah bah va falloir. Je continue. Plusieurs études ont été faites sur le linceul de Turin. La plus importante a été réalisée en 1978. 32 scientifiques américains, de toute religion ou athées, ont étudié le linceul pendant 300 000 heures. Ils y ont découvert de nombreux détails, à peine perceptibles à l'œil nu, qui montrent que le linceul ne vient pas du Moyen-Âge. Certains éléments étaient inconnus à cette époque, comme la rétraction des pouces ou le négatif. Et imaginons, s'ils avaient vraiment créé ce linge au Moyen-Âge pour tromper les gens, ça voudrait dire qu'ils y auraient mis tous ces détails imperceptibles, sachant qu'on les découvrirait au XXe siècle, pour nous tromper nous aussi. Ce serait objectivement encore plus fou et miraculeux que de reconnaître que Jésus est ressuscité. Ah, bah tu vois, tu dis comme moi. Oui, mais moi je suis objectif, et je suis le professeur. N'importe quoi. Bon, vous me laissez continuer là, ou... Parce que sinon on y passe la nuit, en fait. Bon, pour le troisième élément, j'ai comparé le linceul aux évangiles et aux coutumes juives de l'époque. Eh bien cela concorde presque parfaitement. Ah ah! Mais enfin, laissez-moi continuer. On s'entend plus. C'est intriguant, certes, mais restons objectifs. Ça pourrait avoir plusieurs explications. D'abord,
Le tissu est fait de lin pur et il n'y a pas de traces d'autres fibres. Dans la loi juive, il n'est pas autorisé de mélanger plusieurs fibres. Cela est donc cohérent. De plus, les fibres sont tissées en chevron, ce qui est typique de l'époque de Jésus. L'homme que l'on voit sur le linge est totalement nu. Au Moyen-Âge, on était totalement allergique à la nudité. Oui, ils étaient clairement coincés. Et toutes les fausses reliques du linceul de cette époque représentent un Jésus rhabillé pour ne pas choquer. Donc un élément qui montre qu'il ne vient probablement pas du Moyen-Âge, en plus de tous les autres. Bon, si on regarde un peu plus l'homme du linceul. On retrouve sur ce corps 117 coups de flagellation. Une torture typique romaine du 1er siècle avec un fouet à 3 lanières. On observe aussi l'impact des petites billes, des petites haltères au bout des fouets. Bon, clairement, j'ai pas trop envie d'être à sa place. On voit qu'il y avait un frappeur de chaque côté puisque les marques sont croisées. On observe aussi sur la tête du crucifié les plaies d'une couronne d'épines. Bon, en gros, il est bien amoché le bonhomme, ils n'y sont pas allés de main morte avec la flagellation. D'ailleurs, il ne faisait pas plus de 117 coups, sinon le condamné avait trop de chances de mourir. Autant vous dire qu'il n'était pas en très bon état après ça, le gars du linceul. Et en plus, après, ils lui ont fait porter sa croix. Et ben, après sa mort, les Romains ont planté une lance dans le cœur de Jésus, pour vérifier qu'il était bien mort. Bon, l'évangile nous dit qu'il en est sorti de l'eau et du sang. Effectivement, on retrouve des traces de sérum et de sang qui ont coulé post-mortem. Le sérum pouvant avoir été pris pour de l'eau. Hey, mais t'imagines si en fait Jésus n'était pas vraiment mort? Et du coup c'est pour ça que les disciples ils l'ont revu après sa fausse mort. C'est pas possible. Ah ouais, pourquoi? Ah, je peux te dire que les Romains, ils plaisantent pas avec ça. Ils étaient vraiment sûrs que Jésus était mort. Parce que si jamais le criminel s'en sort et s'enfuit, c'est le responsable de la crucifixion qui est tué à sa place. Ah bah ouais. En plus, dans le cas de Jésus, les Juifs y ont particulièrement veillé, puisque Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait. Et les Juifs, comme les Romains, ne voulaient surtout pas d'une polémique comme celle-là. C'est pour ça qu'ils avaient placé une énorme pierre et des gardes à l'entrée du tombeau. Comme quoi, même après sa mort, il fallait le surveiller, celui-là. Vous pouvez aller voir le film La Résurrection du Christ qui explique assez bien tout ça. Bref, on voit sur le linge la marque du coup de lance et une tache de sang et de sérum qui en ressort. Ce sérum prouve que Jésus était bien mort quand il a été transpercé par la lance, puisqu'il ne peut être sécrété que lorsque l'homme est mort. On retrouve aussi sur le linceul des traces de transpiration qui témoignent d'une agonie du corps et des efforts considérables de porter sa croix et d'y être crucifié. Et on voit aussi tout le sang que l'homme du suaire a perdu. C'est d'ailleurs du sang AB, un groupe sanguin assez rare que l'on retrouve sur les autres reliques du Christ comme la tunique d'Argenteuil ou le suaire de Viedo. Waouh, Jésus était donneur universel, truc de ouf. Oui, si on veut. On voit aussi des coups sur le nez et la joue qui montrent que l'homme a été battu. Et on retrouve également la marque des clous dans les poignets qui a fait se rétracter les pouces. On retrouve aussi sur le linceul des pollens que l'on peut retrouver à Jérusalem au printemps pendant la fête de la Pâque juive au 1er siècle. Le moment où Jésus est mort et a été enterré. Certains pollens d'ailleurs qui n'existent plus aujourd'hui. On peut lire aussi dans la Passion du Christ que Jésus est tombé plusieurs fois en portant sa croix. Et il se trouve qu'on retrouve des particules d'aragonite au niveau des genoux et des pieds. Et c'est une pierre qu'on retrouve beaucoup à Jérusalem. Bon, ça c'est une rose des sables, ça n'a rien à voir, mais j'illustre, d'accord? Waouh, ça fait pas mal de trucs à retenir là quand même. Donc, les écrits qui parlent du linceul en 1190, le fait que ce soit une image en négatif, la concordance avec les évangiles et les coutumes juives, le fait que Jésus soit bien mort, et qu'on ait retrouvé du pollen et des cailloux. Bon, on a fait le tour des éléments là peut-être. Oula, ma pauvre mademoiselle, on en est encore loin. Ah ouais? Mais attends, ça va faire 15 vidéos sur le sujet là, à ce rythme-là. Ah, je dis pas que c'est impossible, surtout que l'enquête n'est pas finie. On peut encore trouver des éléments qui s'opposent à ce qu'on vient de dire. Waouh, le montage va être interminable. Bon courage, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la 3e partie. À très vite. Et je te remercie beaucoup Merveille d'avoir regardé cette vidéo, vraiment j'espère qu'elle t'a plu, moi j'y mets beaucoup de cœur. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo si jamais ça peut intéresser tes amis ce sujet-là. Tu peux réagir en commentaire aussi et dire ce que t'en penses. En toute bienveillance, je vous fais confiance, vous avez toujours été hyper cool sur cette chaîne. Et puis oublie pas de t'abonner en cliquant juste ici. Et là tu peux retrouver la playlist sur le linceul de Turin et juste ici une vidéo que YouTube a préparée juste pour toi. Et on se retrouve dimanche 17h pour la suite de la série, je te dis à très vite.